de la carnivorie et des mousses. Article paru dans la revue numéro 96 de l'association Dionée, publié en 2022. Le petit monde des plantes carnivores n'est peut-être pas si exclusif qu'il n'y paraît, et nous découvrons régulièrement de nouvelles espèces carnivores ou protocarnivores chez les plantes à fleurs. Pourtant, il y a une vingtaine d'années, des chercheurs ont émis l'hypothèse que certaines mousses pourraient elles aussi être carnivores. Analysons cette découverte et profitons-en pour divaguer autour de la carnivorie végétale en testant ses limites et en comparant ses approches. C'est quoi une mousse ? Commençons par le commencement et par bien comprendre les plantes que l'on appelle communément mousses. Ces végétaux appartiennent au groupe des bryophytes, dont les représentants actuels sont morphologiquement et physiologiquement très proches des premiers végétaux à avoir colonisé les terres émergées il y a environ 500 millions d'années, semble-t-il, avec l'aide de champignons commensalistes. Les bryophytes n'ont pas de racines, pas de système vasculaire et ne produisent ni fleurs ni graines, elles se disséminent grâce à des spores. Parmi les bryophytes, il existe notamment l'embranchement des bryophyta, les vraies mousses dont font partie les sphènes que nous connaissons bien, ainsi que celui des marchantiophyta, aussi appelés hépatiques, que nous connaissons moins mais qui poussent parfois en compagnie de nos plantes carnivores en culture. Les bryophytes ont une écologie bien différente des plantes à fleurs dont font partie toutes les plantes carnivores. Elles sont en effet extrêmement dépendantes de l'humidité directe du milieu pour leur croissance, étant donné qu'elles n'ont pas de racines, ainsi que pour leur reproduction car les gamètes mâles doivent nager dans une goutte d'eau pour rencontrer les gamètes femelles. Les bryophytes sont souvent des espèces pionnières capables de pousser à même la roche ou le bois où les nutriments sont rares. Elles supportent généralement bien la sécheresse et peuvent se remettre en croissance rapidement une fois l'eau accessible. Des hépatiques carnivores ? Vous avez bien entendu, des hépatiques pourraient-elles être carnivores ? Deux espèces d'hépatiques, Pleurosia purpurea et Colura zoophaga, semblent être en mesure de capturer de petits protozoaires d'après deux études publiées en 2000, Barthold et al. Et en 2005, S et al. Des chercheurs ont en effet mis en évidence la présence de sacs, initialement destinés à stocker l'eau, dotés d'une petite ouverture qui ne s'ouvre que vers l'intérieur, ne permettant donc qu'une entrée et aucune sortie. Ce piège ressemble en pratique à celui des Utricularia, mais sans mouvement, ou des Genlisea. Il semblerait aussi qu'il ne soit pas rare dans leur milieu naturel de trouver de petits protozoaires capturés à l'intérieur de ces pièges. Des expérimentations en conditions contrôlées ont permis de montrer que des protozoaires étaient effectivement attirés par la plante, sans que l'on arrive vraiment à comprendre comment ni pourquoi. En effet, 86% des vésicules contenaient des proies et certaines en contenaient plus de 10. La présence d'enzymes digestives est jugée hautement improbable par les auteurs mais n'a pas été clairement investiguée et statuée à l'heure actuelle. Les expérimentations s'arrêtent malheureusement ici et on ne peut donc qu'émettre des hypothèses avec ces observations. La présence de ces protozoaires en milieu naturel est normale puisqu'ils se nourrissent de bactéries dégradant les parties mortes de la plante. Ils sont d'ailleurs plus nombreux sur les parties vieillissantes des mousses que sur les parties jeunes, ce qui corrobore cette hypothèse. Le mécanisme d'attraction de ces protozoaires autour des hépatiques est en revanche plus flou. Les auteurs précisent que cela peut venir du fait qu'une quantité importante de bactéries se trouve au niveau des pièges, sans que l'on sache pourquoi, ou bien que les protozoaires s'amoncellent autour de la plante pour se protéger de la lumière. Ces hypothèses alternatives n'ont malheureusement pas été testées. Une fois capturés, les protozoaires meurent dans les pièges, mais ils ne semblent pas être digérés. Enfin, aucune expérience n'a été faite pour mesurer si la croissance des hépatiques était accélérée en présence de proies ou non, ce qui pose problème pour trancher la question de la carnivorie chez ces espèces. Comme souvent, nous avons plus de questions que de réponses. Mais finalement, quels sont les paramètres permettant d'affirmer qu'une plante est bel et bien carnivore ? Joyeux bazar dans la carnivorie. Nous le savons bien, une plante est généralement considérée comme carnivore si elle parvient à attirer, capturer une proie, puis à la digérer afin d'en tirer des bénéfices sur sa croissance ou sa floraison, lui conférant ainsi une compétitivité et une reproduction accrue face aux autres espèces de son milieu. Le problème étant que bon nombre d'espèces considérées comme carnivores par les collectionneurs ne cochent pas toutes les cases. Par exemple, les Utricularia et les Pinguicula dans une moindre mesure ne semblent pas explicitement attirer des proies, mais comptent plutôt sur le hasard pour piéger et les digérer. De même, plusieurs espèces ne produisent pas d'enzymes digestives comme certains Elianthora, mais bénéficient tout de même de la capture de proies via des interactions plus ou moins complexes avec d'autres espèces et notamment des bactéries.
L'exemple le plus étudié étant Sarracenia purpurea qui contient tout un écosystème à l'intérieur de ses pièges permettant la dégradation des proies. On pourrait alors penser que le seul point commun entre toutes les plantes carnivores serait la production de feuilles extrêmement modifiées dans le but d'attirer et de capturer des proies. Cela serait logique d'un point de vue évolutif. Si la sélection naturelle a favorisé le développement de feuilles qui se détournent de leur utilité première, optimisée pour la captation de la lumière solaire pour la photosynthèse, au profit de la création de formes et de mécanismes complexes pour la capture d'animaux, alors nécessairement l'espèce a un penchant pour la carnivorie. Mais alors, que faire de Paepalanthus bromelioides qui est capable d'absorber des nutriments des animaux qui se noient au centre de sa rosette, ou de Brocchinia reducta qui a les mêmes capacités via des glandes spécialisées et qui semble en plus produire des enzymes digestives, comme des phosphatases, en faible quantité. En effet, ces deux espèces, généralement considérées comme carnivores ou protocarnivores, sont en tout point similaires à leurs congénères pour lesquels ces attributs n'existent pas. La modification drastique des feuilles n'est peut-être pas nécessaire à la carnivorie, le plus important étant peut-être la finalité ultime du syndrome carnivore, c'est-à-dire récupérer des nutriments d'autres organismes pour améliorer sa compétitivité dans un milieu pauvre. Si l'on y réfléchit bien, c'est tout de même là l'intérêt de la carnivorie. Donc si une espèce est capable d'absorber des nutriments et de les intégrer à ses tissus, elle pourrait être qualifiée de carnivore. Ça tombe bien, une expérience permet justement de marquer des protéines déposées à la surface des feuilles d'une plante et d'en mesurer la quantité qui intègre les tissus du végétal. Cette expérience a mené à quelques surprises. Par exemple, chez les Stylidium, les nutriments marqués ne sont pas plus absorbés par les espèces de ce genre que des espèces aléatoires, non carnivores, et le niveau d'absorption serait d'ailleurs nettement inférieur à celui des Drosera. Autre surprise, plusieurs espèces qui sécrètent du mucilage, à la manière des plants de tomates par exemple, mais usuellement considérées comme non carnivores par les collectionneurs, absorbent en réalité les nutriments des proies qu'elles capturent, faisant d'elles des plantes davantage carnivores que les Stylidium. En effet, d'après Spoomer en 1999, 13 espèces collantes sur 17 testées sont capables de digérer des nutriments via des protéases, sans que l'on ne sache si cela apporte réellement un avantage à la plante. Dans son article, Spoomer montre que la patate, Solanum tuberosum, est carnivore, et que ses feuilles digèrent les protéines. L'intégration des protéines au tissu de la plante n'a été testée que chez Geranium viscosissimum et Potentia arguata et a été largement validée. Ce sont donc aussi des plantes carnivores. La digestion et l'absorption de nutriments issus de proies piégées pourraient alors être bien plus répandues qu'on ne l'imaginait chez les plantes collantes. Il est pourtant largement admis que le mucilage sert avant tout à la protection face aux phytophages. Ces espèces pourraient alors faire d'une pierre deux coups en se protégeant des ravageurs tout en absorbant les nutriments de ceux qui se font piéger, démontrant ainsi une piste plausible de l'évolution des mécanismes de capture des pièges à glu. Mais une question demeure. Si la plante ne tire pas de bénéfices notables sur sa compétitivité, peut-on vraiment parler de carnivorie ? En effet, ces espèces ne semblent pas pousser sur des milieux spécialement pauvres. Il est clairement plus compliqué que prévu de déterminer si une plante peut être considérée comme carnivore ou non, et nous ne nous attarderons même pas sur le terme de protocarnivore qui englobe un peu tout et n'importe quoi sans consensus clair. Un autre exemple pour continuer à vous casser un petit peu le cerveau si vous aviez encore des certitudes à propos de la définition de la carnivorie végétale. L'espèce Capsella bursapastoris, ou la bourse à pasteur, une jolie brassicacée qui pousse probablement près de chez vous et qui produit des siliques en forme de cœur, très connue, cette plante produit des graines qui semblent pouvoir créer du mucilage une fois au contact de l'eau afin de piéger de petits nématodes, permettant ainsi aux graines de mieux germer et d'accumuler plus de réserves et aux plantules de développer des feuilles plus grandes. Cette capacité semble facultative puisqu'elle n'est observée que quand les sols sont pauvres en nutriments. La plante, en soi, n'est donc pas carnivore. Sa graine, en revanche, semble pouvoir l'être, mais uniquement dans certaines conditions bien précises. Alors peut-on considérer l'espèce comme carnivore ? On commence là à s'éloigner de la dionée qui semble tout à fait calibrée pour capturer et digérer des proies, et pourtant il ne semble pas y avoir de différence fondamentale sur le principe entre la graine de la bourse à pasteur et la dionée. Néanmoins, toutes les plantes ne sont pas carnivores, malgré le fait qu'elles puissent capturer ou plutôt tuer des animaux, quoi qu'en disent les informations qui circulent parfois sur les réseaux sociaux.
Prenons l'exemple de Puya Raimondi, la reine des Andes, que j'ai eu la chance d'observer dans son milieu naturel dans les hauts plateaux boliviens. Cette espèce majestueuse a souvent été suspectée de carnivorie ou de protocarnivorie à cause d'interactions qu'elle aurait avec des oiseaux ou le fait qu'elle puisse tuer des animaux. Des photos montrent même des chats sauvages morts entortillés dans ses feuilles, je vous laisse chercher le lien dans les références et sur internet. Cette hypothèse stipule que les déjections des oiseaux et des animaux morts piégés dans les feuilles épineuses de cette espèce enrichissent le sol une fois dégradé, permettant ainsi une meilleure croissance de la plante. Pourquoi cette hypothèse, néanmoins séduisante, reste bancale ? Tout d'abord, il faut savoir que cette espèce pousse sur les hauts plateaux andins à plus de 4000 mètres d'altitude dans un climat particulier où les gelées sont courantes la nuit et le soleil est brûlant durant la journée. Les précipitations sont rares et le sol plutôt pauvre, ce qui rend difficile la dégradation de la matière organique. On observe un peu le même phénomène dans les sols de nos montagnes. Difficile donc, a priori, d'imaginer une transformation efficace des animaux piégés par la plante en nutriments absorbables même au terme de sa longue vie. La végétation dominante, appelée pampa, est composée exclusivement de graminées dépassant rarement les quelques dizaines de centimètres de hauteur. La plante suspectée de carnivorie peut, en revanche, atteindre 15 mètres de haut en floraison et représente souvent l'unique point en hauteur du paysage. Elle pourrait alors faire office de perchoir, expliquant ainsi la présence des oiseaux. De plus, les épines et la dureté de ses feuilles sont des syndromes récurrents de la protection face aux herbivores, surtout dans un milieu où l'eau est rare et les graminées peu appétissantes pour les herbivores. Le fait que des animaux se retrouvent piégés dans ces feuilles montre en réalité à quel point cette défense est efficace. Cela explique aussi pourquoi les oiseaux viennent nidifier à l'intérieur de celles-ci, puisqu'elles offrent une protection diablement efficace face aux prédateurs. D'ailleurs, on peut penser que les chats retrouvés morts venaient chasser les oiseaux réfugiés à l'intérieur de la plante qui leur a sauvé la vie. Dans cette situation, on ne peut donc pas parler de carnivorie, mais simplement de mécanisme de défense face aux herbivores. Trier les syndromes carnivores et la carnivorie. Il est toujours très compliqué de ranger les éléments naturels dans des cases bien définies et le cas de la carnivorie ne fait pas exception. Nous n'avons même pas parlé ici des espèces pouvant dégrader des végétaux, comme Nepenthes ampullaria, qui s'apparenteraient en toute logique à des plantes herbivores, ou des espèces ayant des interactions bien spécifiques avec des animaux pour tirer des nutriments de leur déjection, par exemple, que l'on pourrait appeler plantes détritivores pour rester poli. On en avait déjà parlé dans un article sur le site internet et vous trouverez le lien sur l'article de cette vidéo. Il est très important de se rappeler que, comme toujours, il y a des intermédiaires, des exceptions et que tout est une question de nuance et de définition. Une plante est-elle carnivore si seulement sa graine arrive à tirer des bénéfices de la capture d'animaux uniquement dans des conditions bien particulières ? Une plante est-elle carnivore si elle arrive à absorber les nutriments de ses proies sans pour autant en tirer un bénéfice notable sur sa croissance ? Une espèce est-elle proto-carnivore si elle ne digère pas elle-même les proies qu'elle capture, mais qu'elle tire des bénéfices notables sur sa croissance grâce à l'intervention de bactéries ou d'animaux ? Eh ben, c'est compliqué et à chacun de se faire son avis. Et en parlant d'avis, voici le résultat d'un sondage qui cherchait à déterminer, selon les utilisateurs d'un groupe Facebook, quelle proposition pouvait définir une plante carnivore. Les utilisateurs pouvaient voter pour plusieurs réponses simultanées car elles ne sont pas exclusives pour la plupart. Pourtant, on voit que la réponse la plus sélectionnée peine tout de même à réunir un tiers des 86 votants, ce qui montre qu'il n'y a pas vraiment de consensus même au sein de la communauté, sinon elle aurait été proche de 100%. Les critères qui semblent particulièrement importants reposent sur les bénéfices tirés de l'absorption des nutriments des proies et la sécrétion d'enzymes digestives, les autres réponses ne convenant pas à plus d'une personne sur 5. La sélection au cours de l'évolution de l'habilité à sécréter des enzymes digestives semble être un réel syndrome carnivore, sinon il est difficile de l'expliquer. De même, la finalité de la carnivorie est de tirer des bénéfices sur la compétitivité des individus en absorbant plus de nutriments que ses voisins. Pourtant, plusieurs espèces ne produisent pas d'enzymes digestives, mais bénéficient pourtant de la capture de leur proie. Alors comment définir clairement la carnivorie ? Pour tenter de terminer sur une note un peu plus constructive que c'est compliqué, quelques auteurs ont tenté des définitions avec à chaque fois des points forts et des points faibles. Certains séparent la vraie carnivorie intégrant l'absorption de nutriments issus de proies de la zoophagie qui ne s'applique qu'aux plantes capables de capturer des animaux peu importe la raison profonde, ce qui s'apparenterait à un caractère proto-carnivore.
sans considérer le gain de compétitivité. Certains auteurs parlent aussi de carnivorie active et passive en fonction de l'intensité des mécanismes mis à disposition par la plante pour tirer des bénéfices des proies, sans tracer une délimitation claire entre les deux. D'autres évoquent le terme de plante meurtrière pour les regrouper toutes sous un même terme sans chercher de définition précise à la carnivorie. Enfin, d'autres partent du principe que la sécrétion d'enzymes digestives est l'unique critère permettant de définir si une plante est carnivore ou non, ce qui a le mérite d'être clair, mais qui reste discutable. En effet, Sarracenia purpurea n'est donc pas carnivore selon cette définition, alors même que ses feuilles sont extrêmement modifiées pour capturer des proies et absorber des nutriments. On peut alors se demander si la modification des feuilles est réellement un attribut carnivore, contrairement à la sécrétion d'enzymes digestives, et on retombe sur les premières réflexions de cet article, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. D'un point de vue purement personnel, et ce qui suit n'engage que moi, je trouve intéressant de considérer la carnivorie non pas comme un critère binaire, carnivore ou non carnivore, mais plutôt comme une échelle, une nuance ou une graduation, en fonction des mécanismes mis en place par la plante et de sa dépendance aux proies. Il n'y aurait donc pas de limite claire entre une plante carnivore et une plante qui ne le serait pas, juste des niveaux de carnivorie, ou des niveaux de syndrome carnivore plus ou moins élevés, qui reflètent en quelque sorte l'intensité de la carnivorie d'un point de vue évolutif. Voici une ébauche. 0, pas de syndrome carnivore. 1. Mécanismes de défense face aux herbivores tels que le mucilage ou mécanismes entraînant la mort d'animaux sans absorption des nutriments, comme par exemple le Plumbago capensis. On peut considérer les plantes de ce niveau comme zoophages. 2A. Absorption claire de nutriments issus de la capture de proies sans mécanisme dédié et sans avantage clair sur les autres espèces du milieu. A priori, je n'ai pas trouvé de plante capable d'absorber des nutriments sans mécanisme dédié, comme des glandes ou des poils spécialisés, etc. Cela est peut-être le cas chez Geranium viscosissimum ou Paepalanthus bromelioides, mais ça n'a pas été clairement investigué. 2B. Absorption claire de nutriments issus de proies via des glandes spécialisées ou autres mécanismes dédiés, sans avantage clair sur les autres espèces du milieu, comme Brocchinia reducta, qui pourrait faire partie de ce niveau de carnivorie ou du suivant. Je ne crois pas que l'amélioration de la compétitivité ait été démontrée. On peut alors parler de proto-carnivorie pour l'ensemble du niveau 2. 3. Avantage compétitif et ou reproductif démontré à l'absorption de nutriments issus de proies, comme la Capsella bursapastoris et ses graines carnivores. Les espèces de ce niveau seraient alors faiblement carnivores. 4. Organes nettement modifiés pour l'attraction et ou la capture de proies, indiquant une évolution franche vers la carnivorie. Absorption des nutriments entraînant une augmentation de la compétitivité, comme les Sarracenia, les Nepenthes, etc. Ce niveau et le suivant regroupent ce que l'on appelle communément les plantes carnivores. 5. Même syndrome que le point 4, mais avec en plus des modifications physiologiques complexes facilitant la carnivorie, par exemple la présence de mouvements favorisant la capture ou la digestion, comme chez Drosera, Utricularia, Dionea, etc. Les espèces de ce niveau seraient alors très carnivores. Concluons. Toutes ces réflexions sur la carnivorie sont très théoriques et aucune n'est tout à fait satisfaisante pour l'ensemble des végétaux concernés. Dans l'échelle proposée, l'hypothèse de départ stipule que la sécrétion d'enzymes digestives ou de la digestion des proies via des agents externes comme des bactéries sont des mécanismes similaires puisqu'ils amènent à une même finalité qui est l'absorption de nutriments. Cette hypothèse est discutable, mais au moins logique dans le sens où une espèce n'a pas besoin de développer tout un métabolisme de sécrétion d'enzymes digestives si le travail de digestion est déjà fait par d'autres organismes. De plus, des espèces de niveau 1 ou 2 dans l'échelle proposée semblent en mesure de sécréter des protéases, mais il n'est pas très clair si ces enzymes viennent bel et bien de la plante ou des bactéries à la surface de ces organes. Pour en revenir à nos hépatiques, vous vous souvenez du début ? Il est difficile de les qualifier de carnivores à l'heure actuelle vu que nous ne savons pas si elles absorbent les nutriments de leur proie et si elles en tirent un avantage compétitif. Elles sont à minima zoophages, au niveau 1 de l'échelle, mais peuvent tout à fait se retrouver au niveau 4 s'il est démontré qu'elles peuvent absorber les nutriments induisant des bénéfices nets sur leur compétitivité, étant donné qu'elles possèdent des organes qui semblent dédiés à la capture d'animaux.
Pour conclure, il est tout de même intéressant de noter que si des espèces très ancestrales ou primitives, entre guillemets, comme des mousses, ne dites jamais ça à un ou une bryologue, ont des capacités d'attraction et de capture d'animaux, alors la carnivorie chez les plantes a pu potentiellement évoluer depuis le tout début de la colonisation des terres par les végétaux, ce qui expliquerait qu'elle soit apparue au moins une dizaine de fois au cours de l'évolution, de manière tout à fait indépendante, rien que chez les plantes à fleurs qui sont relativement récentes. Pour aller plus loin dans ces réflexions, il nous manque avant tout des recherches dans le domaine pour mieux classifier la carnivorie en fonction des attributs des plantes. Il faudrait plus largement investiguer la présence de structures spécialisées dans l'absorption des nutriments, la capacité des plantes à intégrer les nutriments des proies dans leurs tissus et les potentiels bénéfices sur leur croissance et reproduction pour avoir un avis plus éclairé sur bon nombre d'entre elles. D'un point de vue évolutif, il serait intéressant d'étudier si la sécrétion d'enzymes digestives est un attribut antérieur à la modification des feuilles ou au contraire un caractère plus compliqué, entre guillemets, à mettre en place et donc réservé à des plantes franchement carnivores. Quoi qu'il en soit, le petit monde des plantes carnivores semble avoir des limites floues et pourrait tout à fait inclure tout un tas de nouvelles espèces au plus grand bonheur des collectionneurs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez tout un tas de références et de bibliographies sur l'article qui est dans le site internet de Phagophytos, qui est disponible en description. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager cette vidéo. À la prochaine!